Comment devenir rédacteur web? C'est un sujet sur lequel on entend beaucoup de choses. D'un côté, on a ceux qui vendent du rêve, ceux qui vous promettent, plein de choses pour vous vendre des trucs et de l'autre côté, on a aussi, beaucoup de gens qui essayent d'avoir une approche plus pragmatique et plus réaliste, mais qui donnent plein de mauvais conseils qui conduisent de nombreux rédacteurs dans le mur, notamment sur la question des tarifs et du rôle que vous pourrez avoir pour vos entreprises, pour vos clients. Dans cette vidéo, je vais essayer de débroussailler un petit peu le sujet, vous partager plein de conseils, plein de pistes de réflexion actionnables autour du sujet. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir devenir rédacteur web? Comment est-ce que vous pouvez lancer votre activité? Donc, allons-y, c'est parti. Déjà, vous vous demandez peut-être, mais qui es-tu? Qui suis-je pour vous parler de tout ça? En quoi est-ce que je suis pertinent? En quoi est-ce que je suis crédible? C'est un réflexe intéressant sur internet, hein, c'est que dès que vous écoutez, dès que vous consommez un contenu, dès que vous écoutez quelqu'un, demandez-vous, est-ce que cette personne est crédible pour parler de ça? Qu'est-ce qui la rend légitime? Donc de mon côté, moi j'écris, sur internet depuis 2016. J'ai publié mon premier article en ligne en 2016. À l'époque, je ne savais évidemment pas ce que je faisais, je j'avais aucune idée du monde de la rédaction, de la création de contenu, mais j'étais intéressé par ça, j'avais profondément envie d'écrire et donc j'ai commencé à le faire et j'ai mis le doigt dans un engrenage qui m'amène quasiment 10 ans plus tard à être devant vous aujourd'hui. Ensuite, depuis 2016, ensuite donc, après ce premier article, j'ai trouvé un premier stage dans le content marketing. La rédaction, on va dire que c'est, heu, une sous-branche du content marketing, du marketing de contenu. Donc ça veut dire comment est-ce que je fais du marketing via le contenu que je poste. Donc vous savez, on distingue 2 choses. Le marketing outbound, donc c'est moi qui va chercher les gens. Donc là, c'est plutôt des efforts commerciaux, des efforts de prospection et le marketing inbound, à savoir, je vais créer du contenu pour faire venir les gens à moi. Et donc moi, je faisais ça. C'était un stage de 6 mois, c'était payé 300 € par mois, mais c'était un premier moyen de valider que des gens étaient prêts à me payer pour mon écriture. Ensuite, je suis devenu copywriter en CDI de fin 2017 jusqu'à la toute fin 2019, juste avant le Covid. Là, pareil, j'ai eu l'occasion de travailler pour une vraie entreprise et d'écrire du contenu pour cette entreprise-là sur plein de formats différents. Mon poste était copywriter, mais j'étais également rédacteur, content marketer, bref, multicasquette. Ensuite, je me suis lancé comme freelance copywriter slash content marketer pendant 2 ans, 2020-2022. J'ai fait quelques petites missions un peu plus tard, mais c'était pendant ces 2 ans-là. Et en parallèle, 2020, donc en fait, juste après avoir quitté mon CDI, j'ai lancé Sauce Writing, qui est mon école d'écriture et de rédaction en ligne. Donc aujourd'hui, disclaimer, je vends des formations sur de l'écriture et pour aider des freelances en rédaction à bien vivre de leur activité. Donc ça, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Donc voilà qui je suis. Donc ça fait quasiment 10 ans que je suis sur internet, que je suis dans ce milieu-là. J'ai vu beaucoup de choses, plein de situations différentes, CDI, freelance, des freelances que j'accompagne. Donc tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est le condensé de tout ça. OK, faisons un petit préambule important sur quel est le rôle d'un rédacteur web. Que fait concrètement un rédacteur web? La définition un petit peu, exacte, ce serait de dire qu'un rédacteur web, il écrit des textes pour générer de la visibilité et des prospects pour son client. Je rajoute le «et des prospects», souvent on parle uniquement de visibilité, mais il faut bien avoir en tête que la visibilité, le but c'est, de générer du business, de générer des prospects. C'est d'ailleurs un truc qui est important, c'est demandez-vous toujours: quelle est la finalité de ce que je fais? Quels sont les bénéfices de ce que je propose? Les bénéfices de faire appel à un rédacteur web, c'est in fine de générer plus de business. C'est pour ça qu'un client fait appel à un rédacteur web. OK? On n'écrit pas un article juste pour écrire un article. On écrit un article parce que ça génère de l'attention, parce que ça génère de la visibilité et parce que à un moment, peut-être que la personne va acheter le produit. Je, je vais compléter cette définition et je vais, séparer 2 visions de la rédaction web. La vision numéro 1, c'est la vision très basique du rédacteur web. C'est la vision dont tout le monde parle. C'est la vision qui est beaucoup mise en avant dans les formations en rédaction web. Cette vision, elle est très simple, c'est le rôle du rédacteur web, il consiste à prendre un brief auprès du client, brief qui va être plus ou moins détaillé si,
l'entreprise, par exemple, elle a fait appel à une agence marketing d'abord. Ce qui se passe, c'est que l'entreprise fait appel à une agence marketing. L'agence marketing va faire la stratégie de contenu, va faire la stratégie SEO également. Elle va créer des briefs très complets avec des mots-clés à caser, etc. Ensuite, une fois que l'entreprise elle a ce brief, elle l'envoie au rédacteur. Le rédacteur, il écrit l'article en suivant ce brief. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est des briefs qui sont déjà très cadrés, donc il y a peu de place à la créativité. Le rédacteur va optimiser l'article pour le SEO, donc pour le référencement naturel, pour Google. Ensuite, peut-être, enfin potentiellement, si besoin, le freelance va être amené à intégrer l'article sur le blog. Donc ça peut être un WordPress, ça peut être un Webflow, peu importe l'outil du client. On va mettre l'article en ligne. Et ce qui se passe, c'est que souvent, pour aller trouver des missions, le freelance, il propose ses services sur des plateformes de rédaction. Donc il met un profil en ligne et il espère que des entreprises vont le contacter pour lui proposer des missions. Donc ça, c'est à peu près ce que vous allez voir partout, ce dont tout le monde parle, et c'est ce que moi j'appelle le rôle basique du rédacteur. Le piège de cette approche, selon moi, c'est que je vois beaucoup de freelances qui démarrent par ça, et je pense qu'on démarre tous par ça. Je pense que tous les freelances qui démarrent, on démarre par faire ça. Mais on peut vite se laisser enfermer dans une posture d'exécutant et de petit prestataire externe. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, mais on peut vite s'enfermer dans ce rôle, dans cette case de j'écris des articles SEO pour répondre à un brief de mes clients et ne pas voir ce qu'il y a autour. Sauf que cette vision, et le problème c'est que cette vision-là, elle est très limitée, elle est très limitante, euh, elle est finalement assez peu épanouissante et on peut vite tourner en rond, on peut vite s'épuiser et c'est aussi une vision qui ne permet pas d'aller prétendre à des tarifs très intéressants. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de freelance en rédaction ont des tarifs pas très chers. C'est parce que, entre guillemets, ils se contentent de ça. Pas forcément de leur faute, hein, ils ne voient pas ce qu'il y a ailleurs. On leur a appris à faire ça. Et du coup, ils se sont mis dans cette case-là et ils n'arrivent pas à voir ce qu'il y a ailleurs. Voici ce que moi je recommande. Voici le rôle étoffé. Si on s'imagine que le rôle basique du rédacteur, c'est votre Pokémon niveau 1, et ben, le rôle étoffé, c'est l'évolution de ce Pokémon-là. C'est comment est-ce que je peux faire ça, mais en mieux. Le rôle étoffé du rédacteur, c'est un rédacteur qui va s'impliquer davantage dans la stratégie et le marketing de votre client. Je le redis, un article, le client qui fait appel à vous pour un article, il veut pas un article, il veut de la visibilité, il veut du business, il veut des prospects. Et ça, vous devez absolument le comprendre, vous devez absolument comprendre les rouages marketing qui se cachent derrière le fait d'avoir un blog et le fait derrière d'écrire des articles. Deuxième point, c'est aller au-delà du SEO. Tous les articles n'ont pas vocation à faire du SEO. Je sais que c'est pas facile à comprendre pour plein de rédacteurs, mais le SEO, c'est une manière qui est effectivement très répandue, mais c'est une manière d'écrire des articles. Et tous les articles n'ont pas vocation à faire du SEO, je vais creuser ça après. Le deuxième point, c'est s'ouvrir à d'autres. Le troisième point, c'est s'ouvrir à d'autres formats de texte et enrichir votre boîte à outils. Je disais tout à l'heure que quand on a le rôle basique du rédacteur, on se met dans une case. Moi, ce que je vous recommande, c'est justement de briser ces cases. Vous n'êtes pas un label, vous n'êtes pas le label rédacteur. Vous êtes un freelance. Moi, je parle beaucoup de freelance en écriture. Vous êtes un freelance en écriture qui a une boîte à outils, une palette de compétences plus large que juste je fais un article SEO. Et ça vous permet de coller parfaitement aux besoins du client. Vous n'êtes pas la personne qui a un marteau et qui cherche des clous, à savoir, je fais de l'article SEO et je fais que ça et je ne peux que faire des articles SEO, mais vous êtes un freelance qui est capable de s'adapter aux besoins du client. Et donc peut-être que son besoin, il y a des articles, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. Okay, et donc là, vous ouvrez la possibilité de faire ça, vous ouvrez le champ des possibles. Et le quatrième point, c'est être proactif dans notre recherche de clients. Là, je le disais également tout à l'heure, mais si vous voulez dépasser, si vous voulez transcender ce premier rôle un peu basique, vous avez besoin de ne pas dépendre uniquement des plateformes pour trouver des missions. C'est bien pour se lancer, mais ça peut vite ne pas être suffisant. Ok ? Une fois qu'on a dit ça, on va continuer avec un point qui est très important, qui développe
pas mal de points que je viens de mentionner, qui est pourquoi est-ce que les entreprises font appel à des rédacteurs? Pourquoi est-ce qu'une boîte va vous payer pour écrire? Plusieurs points que je mentionne. Déjà, effectivement, la base, c'est, je le disais, c'est qu'une entreprise fait appel à des rédacteurs pour être visible. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse, il y a un focus important qui est mis sur le SEO. Ok. Le SEO, c'est un moyen de dire, aujourd'hui, il y a des gens qui tapent sur Google des requêtes et qui cherchent de l'info. Quand je fais du SEO, je vais positionner mon article de sorte à ce qu'il se positionne en face de la requête de la personne. Donc, c'est super pour se faire découvrir, pour se faire connaître. Deuxième point aussi, c'est les articles et le contenu en général. Hein. Je vous invite à sortir du prisme uniquement article, mais raisonner en termes de contenu. Le but, c'est d'éduquer aussi et de créer un lien avec ses prospects. Et donc, c'est pour ça que je disais que tous les articles n'ont pas vocation à faire du SEO, parce qu'il y a plein d'articles qui ne répondent pas à des requêtes SEO précises, mais qui, par contre, sont super importants pour que le prospect comprenne ce que vous faites, pour qu'il ait une solution à ses questions, etc., etc. Et donc là, on en revient sur d'où l'importance de s'ouvrir à d'autres formats de texte et de comprendre que article, si on prend quand on fait un article, il n'y a pas uniquement le SEO. Et le point qui est important, c'est que la rédaction, l'écriture, le contenu, c'est utile à chaque étape du funnel marketing de l'entreprise. Il y a 3 étapes. J'ai un petit visuel à vous montrer. C'est celui-ci. Donc là, c'est le visuel. Ça permet de comprendre. C'est une version simplifiée du tunnel de l'entonnoir marketing. C'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où une personne découvre l'entreprise et le moment où la personne va potentiellement acheter le produit de l'entreprise. Et en fait, c'est pas direct. Il y a tout un processus pour que l'entreprise, entre le moment où le prospect découvre l'entreprise et le moment où le prospect va acheter le produit, il se passe du temps, il se passe des choses. Donc, pour l'entreprise, ça veut dire que son job numéro 1, c'est de se faire connaître et de générer des prospects. C'est ce qu'on appelle la lead generation. Je génère des leads ou, dit autrement, je suis visible. Là-dessus, les outils qui marchent bien, c'est effectivement le SEO parce qu'il y a déjà du trafic existant et donc je vais mettre mon contenu en face de ce trafic-là. Et ensuite, toutes les plateformes avec des algorithmes, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok par exemple, c'est des plateformes où quand je poste un contenu, j'ai une chance de toucher des gens qui ne me connaissent pas, donc de gagner en visibilité. Donc, le premier job des boîtes, c'est de gagner en visibilité. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est l'étape qu'on appelle lead nurturing. Donc, je vais nourrir mes prospects. Je vais leur donner envie de creuser davantage ce que je propose. Je vais leur réexpliquer ce que je fais. Je vais créer un lien avec eux. Je vais créer de la confiance avec eux. Et là, ça va se faire souvent sur des contenus propriétaires. Donc, vous n'êtes pas sur des plateformes du type YouTube, Instagram, enfin du type Instagram, TikTok, mais vous allez être sur des plateformes où les gens vont passer du temps dans votre écosystème. Donc, typiquement, le blog, c'est très bien pour ça. Donc, des articles qui ne sont pas pensés SEO, mais qui sont pensés pour éduquer, intéresser, informer le prospect. La newsletter, par exemple, c'est très bien aussi parce que vous allez envoyer une communication dans la boîte mail de la personne. Mais donc, voilà, typiquement, si on raisonne en termes d'email, le but de la lead generation, c'est que le prospect vous laisse son email. Vous allez le nourrir avec du contenu régulier et à un moment, vous allez avoir des actions pour le faire convertir. Ce qu'on parle de conversion, c'est la personne devient cliente et achète ce que vous faites. Donc là, pareil, vous avez des formats qui vont être pensés pour ça. Je ne veux pas creuser trop ça, mais ce qui est important à retenir, c'est que le contenu, c'est utile à chaque étape. Souvent, ce qui se passe, c'est que les rédacteurs, ils se contentent de l'étape de lead generation, à savoir je fais des articles SEO, mais ce n'est qu'une facette des besoins de l'entreprise. L'entreprise a des besoins plus complexes, plus larges, plus globaux. Et vous comprenez aussi pourquoi je disais que c'est important d'avoir des notions de marketing, parce que vous avez besoin de comprendre ça et de comprendre comment l'entreprise fait concrètement par rapport à sa cible et sa situation. Revenons à nos moutons. Donc voilà, comment je fais découvrir, comment je donne envie aux gens de creuser mon univers à ce que je fais et comment est-ce que je propose à mes prospects de convertir. Et
Le contenu, c'est utile à chaque étape de ce funnel, à condition de comprendre ce que vous faites. Voilà. D'où l'importance d'avoir une bonne compréhension marketing de tout ça. Quelles compétences faut-il développer pour devenir rédacteur web? Alors, là, je vais faire le lien entre tout ce que je viens de dire. Déjà, vous avez besoin de compétences, ce que moi j'appelle la compétence fondamentale d'écriture. Vous vendez des services d'écriture à votre client. Vous avez besoin vous-même d'être solide là-dessus. Vous avez besoin de développer ce que j'appelle votre muscle de l'écriture et essentiellement, c'est votre capacité à écrire de manière efficace. Ok, écrire de manière, avoir des réflexes d'écriture, écrire de manière plutôt rapide, ne pas perdre de temps et savoir ce que vous faites. Ça, c'est la base, c'est très important. Peu importe votre métier, vous avez besoin de maîtriser les fondamentaux du métier. Ensuite, vous avez besoin, moi je dirais, de développer une appétence pour un domaine spécifique, un domaine particulier. Ce qu'on appelle le positionnement, c'est un sujet qui fait peur à beaucoup de freelances, mais qui est très important. Je dis 2 mots là-dessus. Si vous êtes généraliste, vous allez attirer les pires clients. Pourquoi? Parce que quand vous êtes généraliste, si moi je suis un client et je tombe sur un profil généraliste de freelance, je vais pas me dire waouh, ce freelance là, il est parfait pour moi parce qu'il est généraliste et donc ça reste à tout le monde. Par contre, si je suis un client dans la santé et que je vois un freelance qui se présente comme rédacteur santé, là je vais me dire waouh, mais ce freelance là, il est exactement pour moi. Il répond précisément à mon besoin et donc je le trouve crédible. Ok? Je vais prendre une métaphore également pour que vous compreniez, mais c'est si moi demain j'ai mal à l'épaule, je me fais une blessure à l'épaule. Quelque part, je vais pas vouloir aller voir un médecin généraliste parce que je vais me dire bon, ok, il va peut-être me faire un avis intéressant, mais il va pas vraiment résoudre mon problème. Et donc je vais pas être prêt, je vais pas avoir envie de le voir et je vais pas être prêt à le payer très cher parce que je sais qu'il va pas me résoudre mon problème. Par contre, si j'ai mal à l'épaule, je veux aller voir un spécialiste de l'épaule. Et là, je vais non seulement être prêt à attendre longtemps pour qu'il observe mon épaule, je vais beaucoup plus valoriser son diagnostic, je vais beaucoup plus valoriser sa solution et je vais être prêt à payer beaucoup plus cher parce que je vais me dire, OK, il a vraiment une bonne compréhension de mon problème, de ma douleur. Et donc, je fais confiance à son jugement et donc, je valorise ce qu'il fait pour moi. C'est exactement pareil dans le cadre d'une relation entre un freelance et un client. Et je sais que ça fait peur de se positionner, mais vous allez voir que le positionnement libère. Le positionnement ouvre des portes, au contraire de ce qu'on pourrait penser. L'autre point qui est important dans le cadre d'une prestation de rédaction, c'est que si à chaque fois vous écrivez sur des thématiques différentes, vous ne pouvez capitaliser sur rien, vous n'apprenez rien et vous ne pouvez pas vous baser sur ce que vous avez fait avant. Par contre, si vous écrivez uniquement dans le domaine de l'architecture, eh bien, chaque mission vous permet de rebondir sur les missions précédentes, parce que vous affinez votre compréhension de l'écosystème, vous affinez votre compréhension de cet univers-là, et vous développez des points de vue dans votre domaine. Vous n'êtes pas un freelance qui va uniquement faire des synthèses d'articles qu'il a trouvés en ligne, ou faire du ChatGPT, faire du basique, mais vous êtes un freelance qui commençait à comprendre le domaine de manière plus profonde. Vous avez des points de vue, vous avez des opinions. Et c'est ça que vont chercher les bons clients. Ok. Hop. Point numéro 3, c'est les compétences marketing. Je le redis, la notion de funnel. La rédaction, c'est un sous-domaine du marketing de contenu. Et voilà, si vous ne comprenez pas le marketing, alors vous ne comprenez pas réellement ce que vous faites, ce qui est un problème. Et je repars sur la vision basique du rédacteur. Vous voyez que là, le rédacteur basique, à aucun moment, il s'interroge sur le marketing. On lui donne un brief, il exécute. Ça, c'est très limitant en termes de posture et en termes de ce que vous pouvez faire et en termes de valeur perçue pour votre prospect. Et dernier point, c'est les compétences business. Donc là, il y a plusieurs points. C'est être capable d'identifier des prospects qui ont besoin de vous et du budget pour bien vous payer. Ça, c'est pareil, une erreur que je vois beaucoup, c'est je m'entête à travailler avec des entreprises qui n'ont pas de budget pour me payer. Ça, c'est une erreur terrible. Hein. C'est parce que mécaniquement, vous ne pourrez pas bien vous faire payer. C'est comment est-ce que vous êtes capable de donner envie à un client de travailler avec vous. Je pense que c'est ça le vrai enjeu. Il y a un sujet tarif également. Alors les tarifs, on entend beaucoup de choses. Attention aux tarifs bas de gamme dans la rédaction.
Je sais qu'il y a beaucoup de conseils, beaucoup de formateurs même qui vous recommandent de vous facturer au centime de mot écrit. C'est une très mauvaise idée. Ça vous met dans une logique d'épicier et souvent, c'est des tarifs qui ne vous permettent pas d'être rentable. C'est bête et méchant, c'est simple. Le cap plancher. Plancher, donc qui dit plancher dit minimum à avoir en tête pour vivre d'une activité en freelance, peu importe que ce soit de la rédaction ou autre chose, mais voilà. Si vous facturez moins de 250 euros par jour, vous ne pouvez pas vivre de votre activité parce que, rappelez-vous, c'est du chiffre d'affaires. Donc, il faut enlever de l'URSSAF, 22% si vous êtes en micro-entreprise. Il y a de l'impôt sur le revenu, il y a diverses charges ici et là. Il faut avoir un peu d'épargne de précaution et vous n'allez pas travailler 7 jours sur 7, 8 heures par jour. Vous allez peut-être travailler 3 ou 4 jours de prestations pour votre client dans la semaine, si vous voulez durer. Donc, voilà, il faut avoir ce tarif-là en tête. Et un ordre de grandeur que je trouve utile, c'est qu'un article de 1000 mots, c'est environ une journée de travail. Donc, un article de 1000 mots, vous devez environ le vendre 250 euros par jour. Okay, c'est le plancher à avoir en tête. Voilà. Et dernier point, sur comment trouver des clients, qui est un petit peu le nerf de la guerre. Je disais, il ne faut pas uniquement compter sur les plateformes. Moi, je considère qu'il y a 5 grands leviers pour trouver des clients. Pareil, j'ai un petit visuel ici, c'est celui-ci. Je les ai classés sur 2 axes. Axe horizontal, à quel point est-ce que c'est des leviers qui vont vous permettre de trouver des clients à court terme, moins de 6 mois, versus à long terme, plus de 6 mois. Et à quel point c'est une approche directe. Quand je dis approche directe, c'est vous allez directement aller voir une entreprise en lui proposant vos services. Et approche indirecte, c'est par exemple, vous allez créer du contenu autour de ce que vous faites sans tout de suite, tout le temps vendre ce que vous faites. Mais par contre, les clients vont se dire « Ah, ok, ils vont penser à vous ». Voici les éléments à avoir en tête. Le levier qui permet de trouver des clients à court terme, c'est la prospection avec une approche directe. Ensuite, vous avez votre réseau personnel. Ça, potentiellement, vous allez vite l'épuiser. L'idée, c'est voilà, vous vous lancez dans la rédaction et vous allez voir votre réseau en vous demandant qui peut avoir besoin de personnes qui écrivent. Voilà, c'est très important de le faire. Vous avez le networking. Donc là, c'est faire l'acte intentionnel de chaque semaine rencontrer des nouvelles personnes. Et je mets approche indirecte et long terme parce que vous ne pouvez pas rencontrer des gens en tout de suite vendant vos services. Sinon, c'est de la prospection. Le networking, c'est je crée des relations et je me dis que peut-être sur le long terme, ça donnera quelque chose. Mais je ne suis pas dans l'attente. Je ne quémande pas directement une mission. Et vous avez la création de contenu, par exemple sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, et le SEO. Le SEO, vous pouvez créer un site qui va se positionner sur la requête rédacteur web, votre industrie. Et donc là, c'est une approche directe. Ce que je veux vous montrer avec ça, c'est que tout fonctionne. Toutes les méthodes fonctionnent. Moi, je connais des freelances qui trouvent des clients avec chaque méthode. Je pense que ce qui est important, c'est de la prendre au sérieux. Si vous prospectez, si vous faites de la création de contenu, vous avez besoin de le faire avec intensité et assez longtemps. Si vous envoyez 3 messages de prospection, c'est évident qu'il ne se passera rien. Et si vous créez du contenu pendant 2 mois, c'est évident qu'il ne se passera rien. Faut le faire longtemps, faut le faire suffisamment. C'est aussi un jeu de volume, c'est qualité et volume. Et il faut être rigoureux par rapport à ça. J'ai une ressource pour vous aider là-dessus que je donne juste après. Voilà. Et donc, autre point, dernier point, mon conseil pour se lancer. Mon conseil pour se lancer, c'est n'attendez surtout pas, si c'est un métier qui vous intéresse, commencez à écrire pour vous. Je vous ai partagé tout à l'heure que moi, j'ai commencé en 2016 à simplement écrire pour moi. Je n'avais aucune idée du métier et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai duré. C'est parce que j'étais profondément intéressé par ça et j'étais prêt à le faire sans qu'on me paye. Voilà. Donc, commencez à écrire pour vous. Peu importe le format, on s'en fout. Ouvrez un blog, ouvrez une newsletter, allez sur LinkedIn, on s'en fout. Écrivez sur ce qui vous intéresse, écrivez sur ce que vous apprenez. Entraînez-vous, vous avez besoin de le faire. Ce qui est bien, c'est que ça sera votre première base de portfolio. Donc, si un client vous demande « Est-ce que tu as déjà fait une mission ?» Bah oui, regardez, j'ai déjà écrit pour moi, j'ai déjà écrit tout ça. Vous pouvez envoyer des textes concrets, ça vous crédibilise. Ça augmente votre jauge de crédibilité. Voilà. Entre 2 freelances qui démarrent, un freelance qui démarre, qui n'écrit pas pour lui-même, le client va lui demander qu'est-ce que tu as à me montrer? Et ce freelance va dire ah bah j'ai rien à montrer, je démarre. Ok, zéro crédibilité.
À l'inverse, le freelance qui démarre, mais qui a déjà un blog, mais qui a déjà une newsletter ou un LinkedIn actif, boum, il peut montrer ça et il gagne en crédibilité. Et accepter de ne pas avoir toutes les réponses, à savoir, oui, ce ne sera pas parfait. Oui, ce que vous allez faire, vous allez peut-être pas forcément, vous allez vous trouver mauvais, pas très bon, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais? C'est 100% normal. Personne ne démarre avec toutes les réponses. Au contraire, les réponses, elles viennent en chemin parce que vous êtes dans l'action et la pratique. Ok? Donc, offrez-vous le luxe de pratiquer. Donnez-vous une chance. Et ça, faites-le plusieurs mois. C'est gratuit, c'est facile, c'est accessible à tout le monde sur Internet. Il y a, j'insiste dessus parce que ça me, entre guillemets, ça me tue, mais je vois trop de freelance, trop de rédacteurs qui veulent se lancer et qui n'écrivent pas pour eux. Il y a zéro excuse, zéro raison. C'est la base de la base de la base de la base de la base. Ok. Pour aller plus loin, pour terminer, 2 ressources pour vous. Sur la partie business, j'ai un cours par email sur les blocages business. Donc, je parle de prix, de positionnement, de syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là que rencontrent les freelances en écriture. Je mets le lien en description. Et sinon, un cours plutôt sur la partie écriture sur comment rédiger des bons articles de blog. Donc, si vous voulez un premier cadre pour commencer à pratiquer pour vous, eh bien, je pense que c'est un super exercice, c'est un super moyen de démarrer simplement et avec tout de suite une méthode pour partir dans la bonne direction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous balader aussi sur mon site, sur saucerating.com, il y aura le lien en description. J'ai plein de ressources, plein d'articles, plein de contenus sur ces sujets-là pour aller creuser tous les petits points que j'ai abordés dans la vidéo. Et puis, je suis dispo dans les commentaires si vous avez des questions. Merci, à bientôt.